Il écrit que la cuisine, comme la mode, doit évoluer avec son temps. Nous devons tenir compte du changement dans le mode de vie des gens qui va en s'accélérant. Il n'y avait pratiquement pas de voitures sur les routes à l'époque. Et nous serons donc amenés à envisager des plats allégés, des menus simplifiés. Et dans le livre des menus, il écrit que la cuisine, tout en restant un art, deviendra plus scientifique. C'est quand même assez fabuleux. Et nous serons amenés à modifier nos méthodes encore trop empiriques pour ne plus rien laisser au hasard. Mais je dis toujours aux élèves à qui je parle souvent, que ce soit en France, en Angleterre ou aux États-Unis, c'est la dernière phrase qui est peut-être la plus importante. N'oubliez pas que ce qui ne changera pas, ce sont les bases fondamentales de la cuisine. Et je rajoute donc, effectivement, si vous avez les bases, un jour ça m'est venu comme ça, mais j'ai constaté que ça avait une réaction positive. Je leur ai dit, je pense que vous aimez tous la musique. Eh bien, pour la musique, c'est pareil. Si vous avez les bases, vous pourrez faire du Bach, du Chopin, du jazz, ou même créer de la musique. Si vous n'avez pas les bases, vous ne ferez que du bruit. Et là, j'ai vu qu'il y avait des sourires et qu'ils se rendent compte qu'effectivement, on peut toujours bluffer tout le monde une fois, mais on ne peut pas bluffer tout le monde tout le temps. Et donc, les bases, c'est absolument essentiel. On m'a donc demandé de vous parler d'Auguste Escoffier. Alors, ça peut prendre, selon les directives de ceux qui organisent la journée ou la soirée, ça peut prendre 10 minutes, ça peut prendre 40 minutes, ça peut prendre 2 heures. Moi, je vais faire autre chose que ce que j'avais prévu. Je fais souvent ça, d'ailleurs. C'est en fonction des gens, puisqu'on est comme en famille ici, avec des disciples que je vois, dont certains portent leurs écharpes. Et avant même que je les connaisse, les disciples, je voulais vous raconter donc cette petite anecdote, parce que Jacques dit comment lui a connu et appris Escoffier. Et moi, je dois avouer que dans ma carrière, évidemment, je n'ai d'abord pas été cuisinier, et en plus, nous savions bien qu'Auguste avait été un personnage important dans son domaine. Enfin, on ne vivait pas dans l'estime, disons, de ce personnage, vu que probablement c'était trop dangereux de suivre sa voie et d'être mal jugé. Et donc, chacun de mon grand-père, mon père et moi-même, nous avons eu des activités quand même assez différentes. Et moi, j'étais à une époque chargé, étant un responsable dans le groupe Alcatel, de faire la promotion du fax dans le monde entier. Et là, je découvre qu'on a des pays lointains, parce que j'étais surtout chargé de l'Asie, enfin de tous les pays qui n'étaient pas l'Europe en fait. Et j'arrive en Thaïlande, j'arrive en Afrique du Sud, j'arrive en Australie ou au Mexique, et je reçois toujours un petit mot, mais vous savez tous, quand on descend dans ces hôtels du type de ceux que Ritz et Escoffier ont développés, qu'on a un charmant petit mot du directeur qui vous souhaite la bienvenue, qui vous offre un panier de fruits ou une bouteille de vin. Et moi, j'avais en plus du mot bienvenue une petite question. Êtes-vous lié, are you related to the famous chef? Êtes-vous lié au chef Escoffier? J'appelle le bureau, je leur dis que je suis bien l'arrière-petit-fils, mais que je ne suis pas cuisinier. Et là-dessus, on me rappelle quelques minutes plus tard en me disant « Êtes-vous disponible pour un verre au bar ?» Bien sûr, avec le directeur, je descends. Et Richard, j'en profite pour te rendre un petit hommage, parce que tout à l'heure, il a présenté tout le monde. Mais évidemment, logiquement, il ne s'est pas présenté lui-même. J'en profite maintenant pour te saluer aussi, parce que notre conservateur est un personnage absolument incontournable aujourd'hui de notre activité au musée et à la Fondation. Donc merci Richard. C'est un grand hôtelier, nous le savons tous, et c'est pour ça que je pense à lui. Je suis donc reçu par le directeur au bar qui me tend un verre de champagne et qui me dit « J'ai convoqué le chef de cuisine », ce qui montre que déjà à l'époque, je parle des années 80, qu'il y avait entre le directeur de l'hôtel et le chef de cuisine des rapports qui permettaient au directeur d'hôtel d'être au courant d'Escoffier, parce que finalement, ils pouvaient ne pas se parler. Et là-dessus, il me dit, j'ai convoqué notre chef parce que je voudrais vous présenter à lui. Et quand le chef arrive, il lui dit, John, Jack, je voudrais te présenter Michel Escoffier, l'arrière-petit-fils. Il n'a pas fini la phrase que l'autre pratiquement fait, oh my God, et il me prend dans ses bras. Comme s'il pouvait en tout cas serrer la main de son maître. Alors ça m'a un petit peu intrigué, et au bout de plusieurs expériences de ce genre, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'a bien pu faire Auguste pour être connu à ce point dans des pays où il n'a jamais mis les pieds ?
Parce que nous, la famille, nous avions un peu l'habitude, quand on allait au restaurant en Angleterre ou même aux États-Unis, dans des lieux qui n'étaient pas spécialement liés à la gastronomie, on nous demandait souvent si on avait un lien avec Escoffier. Mais là, on trouvait ça normal. En Thaïlande, en Afrique du Sud, je trouvais ça quand même beaucoup moins normal. Et c'est là que j'ai compris qu'effectivement, il était ce personnage dont nous parlons qui est toujours l'homme clé et qui a en fait passer la cuisine du Moyen-Âge au temps moderne et qu'il est donc autant respecté par les chefs dont on a dit tout à l'heure qu'il avait également fortement contribué à rendre le métier plus qu'honorable et de faire des chefs des gens qui étaient recherchés par le monde entier. Avec ce préliminaire, je voudrais donc plutôt aller rapidement, parce que je suis sûr que nombre d'entre vous connaissent les détails de tout ce qu'il a apporté sur le plan, alors on a dit déjà visionnaire, mais aussi sur le plan de l'organisation. Il a effectivement introduit en cuisine des standards à la fois de comportement, ça c'est très important, et d'organisation. Comportement, c'est-à-dire qu'avant lui, ou de son temps quand il a débuté chez son oncle à Nice et un peu plus tard, eh bien, d'abord, les conditions de travail étaient très dures en cuisine, avec le charbon, la chaleur, il n'y avait pas d'air conditionné. Et disons que les engueulades se terminaient souvent entre cuisiniers avec des couteaux qui étaient d'ailleurs disponibles, ce qui fait qu'il voyait ça dans un assez mauvais œil. Et ça, c'est parce que quand on avait soif, on buvait de l'alcool. Donc il a interdit l'alcool, il a interdit la cigarette, ce qui évite d'avoir des cendres qui tombent dans l'assiette qu'on prépare. Et il a également interdit le langage, il a vraiment essayé d'imposer le calme et le contrôle de soi dans les cuisines, et donc pas de langage, pas d'engueulade, pas de choses comme ça. Et lui-même d'ailleurs, quand il sentait qu'il allait se fâcher, sortait de la cuisine, allait faire un tour et revenait pour expliquer. Et Richard, tu avais dit, il se touchait un peu l'oreille, on savait que ça tournait mal, et il revenait mais en expliquant calmement ce qui n'allait pas. Et donc, pour aller rapidement au travers de cela et aller au but que je me suis fixé ce soir, c'est de vous parler de l'homme et de l'humaniste plus que le technicien. Je voulais dire que les deux événements les plus importants de sa vie professionnelle, donc en dehors de son mariage à titre personnel, je pense que ce sont à la fois son expérience comme chef de cuisine de l'armée du Rhin, de l'état-major de l'armée du Rhin pendant la guerre franco-prussienne de 1870, où pour la première fois il est confronté à de la pénurie de produits, au fait qu'il faut faire manger les cavaliers qui rentrent du front à bride abattue et qui ont une demi-heure pour avaler quelque chose. Et c'est là qu'il commence à étudier toutes les questions autour de la conservation des aliments, de la pré-cuisson des aliments, de pré-cuire quelque chose qu'il n'y a plus qu'à réchauffer rapidement, donc de servir quelque chose qui est quand même bon. Probablement, il était un adepte de ce qu'avait dit Napoléon, c'est-à-dire qu'une bonne armée est une armée qui se bat le ventre plein, mais aussi la qualité. Et le deuxième événement, évidemment, c'est... Alors, sur la question de la guerre franco-prussienne, on verra plus tard que je vous raconterai une anecdote, mais qu'il a été également quelqu'un qui a beaucoup écrit sur ce sujet dans la revue culinaire. C'était les souvenirs d'un soldat de l'armée du Rhin. Ensuite, le deuxième événement, c'est sa rencontre avec César Ritz. Et là, effectivement, en 1884, il rejoint Ritz à Monte-Carlo pour prendre en main les cuisines du Grand Hôtel. Et tout de suite, il dit lui-même qu'il y a eu un élan de sympathie entre les deux hommes. Et Marie Ritz, l'épouse de César, écrit dans son livre sur son mari tout un chapitre sur Escoffier qui commence par « La rencontre de ces deux hommes a été l'événement le plus heureux de leur vie à la fois professionnelle et personnelle. » Parce qu'effectivement, au-delà de la compréhension qu'ils avaient chacun des objectifs de l'autre, ils se sont toujours... ils étaient liés d'une grande amitié. Donc, le tandem César Ritz, Auguste Escoffier, comme
C'est expliqué dans l'excellent livre d'Élodie Paulo-Ackermann. Elle fait un parallèle avec d'autres doubles noms, comme De Dion-Bouton et Talbot-Lago, ou des doubles noms de ce genre. Roux et Combalusier, tiens, tu l'as oublié celui-là, hein, dans le livre. Donc, cette paire fait la saison d'été à Lucerne, au National, et la saison d'hiver à Monte-Carlo. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'était pas question de venir sur la Côte d'Azur en été, se dorer au soleil. On n'y venait que l'hiver. Et l'été, on allait en Suisse à l'air frais. Et puis, en 1890, un homme qui est le patron du Savoy du Savoy Théâtre, fait construire un hôtel parce que son idée, et qui est brillante d'ailleurs, c'est que les gens qui viennent de la campagne et qui viennent pour un spectacle, pourquoi ne pas les garder pour un dîner et rester à l'hôtel pour la nuit et repartir, puisqu'à l'époque, on ne se transportait qu'en calèche. Et cet hôtel, qui est supposé être le plus bel hôtel du monde, démarre mal en 1889. Et au bout d'un an, Doyle Écarté, donc ce fameux propriétaire, réussit à convaincre Ritz de prendre en main l'hôtel. Et Ritz dit à condition, c'est que Escoffier prenne en main les cuisines. Et pendant 7 ans, donc, ils font la gloire et la fortune du Savoy. Mais Ritz a aussi des idées personnelles et souhaiterait développer un hôtel selon ses propres idées. Et c'est là que arrive donc le Ritz de Paris, qui est inauguré en 1898. Et Escoffier, naturellement, est aux cuisines à ce moment-là, mais pendant 1 an seulement, puisque 1 an plus tard, ils retournent tous les deux à Londres pour prendre en main le Carlton qui se terminait et qui a été inauguré le 1er juillet 1899. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'Escoffier a en plus introduit le concept des menus à prix fixe et que dans ces menus, il avait introduit pour la première fois la pêche melba sous ce nom-là, puisque la pêche avait été, à l'époque, la pêche melba avait été créée pour Nelly Melba quelques années plus tôt au Savoy, et qu'il l'avait appelée la pêche au cygne. Pourquoi? Parce qu'il avait présenté le plat posé entre les ailes d'un cygne taillé dans la glace, qui était un clin d'œil au fait que Nelly Melba avait invité Auguste à la première de Lohengrin, où à l'ouverture du rideau, il y a un cygne qui s'envole. Donc au Carlton, Escoffier continue jusqu'à sa retraite en 1920, malgré l'absence de Ritz, qui en 1902 tombe assez gravement malade et doit retourner dans sa Suisse natale, d'où il ne reviendra malheureusement pas et décédera à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc en fait, pendant ces années-là, 1902 à 1920, Auguste pratiquement tient la réputation du Carlton tout seul. Alors, ceci m'amène effectivement à, avant de passer à quelques anecdotes, parce que je pense que c'est toujours ça qui est le plus amusant, je rappelle quand même qu'il était aussi un écrivain, ce qui a permis d'ailleurs à la Fondation Escoffier, enfin le musée de l'art culinaire, d'entrer également comme membre de la Maison des écrivains après avoir reçu le label de Maison des illustres du ministère de la Culture et de la Communication. Et en tant qu'écrivain, donc je l'ai cité tout à l'heure, il a évidemment laissé à la postérité le guide culinaire, le livre des menus, mais aussi, par exemple, alors Ma cuisine, qui a été publiée juste un peu avant sa mort, qui était une version édulcorée du guide culinaire pour les cuisiniers de cuisine, et puis même des opuscules sur la cuisine à bon marché, pour montrer que déjà à l'époque, ils ne réfléchissaient pas seulement à la manière de cuire, de mettre des truffes et du caviar dans les plats, mais aussi la morue et le riz, par exemple, qui sont des produits bon marché. Et puis il écrivait beaucoup également dans les magazines, puisqu'il avait contribué d'abord à la revue culinaire, quand il était encore en France, et puis plus tard, en 1910, il crée le carnet d'épicure, dont le but est de faire la promotion du tourisme en France auprès des Anglais. Et il écrit en particulier des articles sous le vocable de trésor culinaire de la France. Ces articles ont été ensuite ultérieurement, grâce à mon épouse, repris et
nous avons pu les publier dans un livre qui porte ce nom, Trésor culinaire de la France, où on voit qu'il a traversé toutes les grandes régions françaises et découvre des recettes qui finalement sont des recettes du terroir. Donc la gastronomie, ce n'est pas quelque chose qui vient d'une autre planète, c'est quelque chose qui découle de recettes familiales, de recettes du terroir. Et j'en viens donc je voudrais rappeler quand même qu'il a attaché aussi beaucoup d'importance à la formation et qu'il était très fier lui-même d'avoir formé plus de 2000 chefs qui, à leur tour, sont allés de par le monde promouvoir la cuisine et les produits français. Alors, oui, je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler aussi qu'il est le premier chef de cuisine à être fait chevalier de la Légion d'honneur par le président de la République française, Raymond Poincaré, le 11 novembre 1919, à l'occasion du premier anniversaire de l'armistice, et qu'ensuite, en 1928, il est élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur. L'aspect peut-être le moins connu, donc, et pour moi le plus marquant de sa personnalité, est son humanisme. Bien que côtoyant les riches et les puissants, il avait toujours le souci de la pauvreté et de la faim dans le monde. Dès 1890, à Londres, il organise d'approvisionner quotidiennement les petites sœurs des pauvres avec les surplus non utilisés la veille. En 1903, il crée la première mutuelle des cuisiniers en Grande-Bretagne pour venir en aide aux cuisiniers malades ou partant à la retraite et démunis, et conçoit les premiers grands dîners caritatifs permettant de soutenir chaque cause qui le touche. Et en 1910, il rédige un projet d'assistance mutuelle pour l'extinction du paupérisme, qu'il transmet d'ailleurs au directeur du Figaro de l'époque, à qui il en avait parlé oralement avant, où il propose des moyens concrets d'éradiquer la misère, fléau contre lequel il déploie toute sa générosité et sa noblesse d'âme. Et dans cet opuscule, il y a des choses vraiment étonnantes. La première, c'est qu'il dit donc qu'il n'y a aucune raison pour que les travailleurs, à la fin de leur vie, ne soient pas aussi bien traités que les militaires ou les fonctionnaires qui avaient déjà une retraite que les travailleurs n'avaient pas. Alors il était en fait social sans être forcément socialiste, mais en tout cas il avait le souci du social et surtout de la justice. Et il explique d'ailleurs comment on peut financer cela, et pour le financer, il finit en disant que fatalement on y arrivera un jour, il faut que les pays d'Europe s'unissent, parce que c'est le moyen le plus simple d'arriver à ces fins. Et il ajoute, si nous ne le faisons pas, nous finirons par avoir la pire des guerres, la plus stupide, et malheureusement il écrit ça 2 ans avant, 3 ans avant la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle son deuxième fils, Daniel, a été tué dans les premières semaines de la guerre. Donc, grand humaniste, et souvent on dit le cuisinier des rois, le roi des cuisiniers, mais lui avait toujours le souci de trouver les moyens d'aider ses prochains, et en particulier les gens qui souffraient. D'où son idée de monter cet accord avec les petites sœurs des pauvres. Un autre petite anecdote, donc, c'est que je reviens à la guerre de 70, quand il est fait prisonnier, puisque évidemment, je ne vous apprends pas que nous avions perdu cette guerre, ce qui évidemment n'était pas du goût de tout le monde en France, mais il est fait prisonnier avec d'ailleurs le maréchal MacMahon à Wiesbaden, et il a donc cette possibilité de circuler relativement librement malgré tout. Je pense qu'on lui accorde donc les faveurs qu'on accordait déjà aux officiers. Et il en profite pour, le soir de Noël, partir voir ses camarades qui, eux, étaient dans des conditions pas du tout les mêmes dans la ville d'à côté, avec des victuailles et du vin pour leur apporter un peu de bonheur pour cette soirée de Noël. Et quand il arrive, il est évidemment accueilli avec des cris, les bras ouverts, etc. Ça montre déjà qu'il ne se contentait pas d'être simplement prisonnier dans les meilleures conditions possibles, mais qu'il pensait aussi à ses camarades qui souffraient à côté. J'ai parlé des petites sœurs des pauvres. Alors, en Angleterre, il y a une autre chose qui est une petite anecdote amusante, c'est que il arrive à faire manger des grenouilles par les Anglais qui nous
décrivait comme des mangeurs de grenouilles avec un certain dégoût. Et lui, avec son art d'accommoder et de faire une sauce, il s'arrange pour que dans un dîner où le prince de Galles, le futur Édouard VII, participait, et lui connaissait évidemment ce plat, puisqu'il allait très souvent en France, du temps où Escoffier était encore chef au Petit Moulin Rouge, par exemple, dans les années 70-75. Donc c'est un peu un clin d'œil que les deux font, et le lendemain, les gens ayant tous s'étant délectés de ces grenouilles, dans la presse on apprend que Escoffier a fait manger des grenouilles aux Anglais, et ça a amusé beaucoup le prince de Galles. Une autre anecdote qui est rappelée dans ses souvenirs, c'est le fait que des jeunes aristocrates anglais ayant gagné une très forte somme au casino de Monte-Carlo voulaient fêter ça au Savoy, et ils avaient dit qu'ils avaient gagné cette somme en jouant pratiquement toute la nuit sur le rouge. Donc il leur fait un dîner tout en rouge. Ça montre, si vous voulez, le sens de l'humour des cuisiniers, qui sont des gens qui, à côté du travail dur qu'ils font, savent quand même s'amuser. Donc il fait un dîner tout en rouge. Dernière chose, c'est la rencontre avec l'empereur Guillaume II, quand il est consultant des paquebots Hamburg America Line, à l'occasion du voyage inaugural de l'America, la première fois. Il rencontre en tête-à-tête l'empereur Guillaume II, qui lui dit « Je suis l'empereur des Allemands, mais vous êtes l'empereur des cuisiniers ». Et puis, il lui dit également qu'il regrette malheureusement que du temps de son grand-père, Escoffier avait été fait prisonnier, et que si ça avait été lui, il l'aurait plutôt pris à son service. Et là-dessus, je pense que c'est plutôt prêté par un journaliste que Escoffier lui-même l'ait dit, mais c'est quand même amusant. L'empereur lui dit « Que puis-je faire pour nous faire excuser ?» Et Escoffier lui aurait répondu « Rendez-nous l'Alsace et la Lorraine ». Voilà. Alors, on va terminer là-dessus, puisque je voulais simplement rappeler que, parce que nous sommes à Villeneuve-Loubet, que la raison pour laquelle entre autres, nous sommes ici, c'est qu'un jeune homme de 18 ans était au service du marquis de Panis-Passy, donc qui occupait le château au-dessus de la colline, et qu'en 1906, au sommet de son art, Escoffier rend visite à la famille et reçu à déjeuner, et ce jour-là, le chef du marquis est malade ou est absent. Et c'est donc le jeune Donon qui fait le repas. Et avec la permission du marquis, Escoffier va en cuisine le féliciter et lui propose de venir le rejoindre à Londres, au Carlton. Vous imaginez aujourd'hui si un jeune dans un village un peu paumé de l'arrière-pays niçois, Ducasse vient proposer à un jeune de 18 ans, viens donc travailler avec moi au Louis XV. Vous imaginez qu'il arrive tout de suite en patin à roulettes. Et donc c'est ce que fait Donon, qui arrive au Carlton, qui travaille donc pendant 6 ans jusqu'en 1912, où là, le couple Monsieur et Madame Frick, qui était donc lui le roi de l'acier, à l'époque les Américains, l'aristocratie américaine, c'était les grandes familles industrielles, et ils voulaient tous évidemment un chef français pour recevoir leurs amis dans leur maison privée, car on ne recevait pas beaucoup au restaurant à l'époque. Et Escoffier pense à Donon, l'affaire est conclue, et en plus on est très excités parce qu'ils vont repartir tous les trois, donc Monsieur et Madame Frick et leur nouveau chef, à bord du Titanic. Sauf que Madame Frick tombe dans les escaliers du Carlton, se foule méchamment la cheville, et le mari décide de remettre le voyage 8 jours plus tard sur un autre bateau. Grâce à quoi Joseph Donon arrive aux États-Unis sain et sauf, fait à ce moment-là une carrière de chef de maison privée, et continue à, évidemment, avoir le respect de son maître, et à la première occasion, c'est-à-dire au lendemain du décès d'Escoffier, créer les Amis d'Escoffier Society de New York. Et puis la deuxième guerre éclate, et ce n'est qu'après la guerre, quand il y a eu la nouvelle génération de chefs avec Bocuse, Troisgros, Guérard, Pic, Verger et les autres, que Donon revient un peu à la charge, parce qu'il avait eu cette idée, mais peut-être un peu tôt,
de faire une fondation Escoffier en l'honneur de leur maître et, pourquoi pas, un musée de l'art culinaire dans la maison natale d'Escoffier. Voilà, donc je crois que j'ai fait un peu le tour de la question, mais je voulais que vous, pour ceux qui ne le savaient pas encore, vous rappeler que si un musée de l'art culinaire existe, c'est quand même grâce à un jeune, également Villeneuvois, qui était au service du marquis. Et merci encore à tous. Mmh.